Histoire naturaliste, à l'écoute des passionnés de nature. Celles et ceux qui observent la faune, la flore, les espaces naturels. Ces personnes sensibles à la beauté du monde nous racontent leurs plus belles histoires de leur vie de naturaliste. Une production, La Belle Échappée. On est à 1700 mètres dans un mélaisin un peu versant nord, mélaisin mélangé avec du sapin. Là, il y a un grand malaise avec une cavité de pic noir et qui a déjà été squattée plusieurs fois par la chouette de Tegmal. Ah, il y a l'aigle qui nous passe au-dessus et il arrive de la falaise et en fait il y a une aire juste là-bas. Là. Et hier j'ai vu la femelle dessus. Autant il y a une relève, autant le mâle est venu remplacer la femelle un petit coup pour couver. Ouais. C'est incroyable parce que là, le coup de froid que ça a fait de part et d'autre, le nid il est longé de cascades de glace. Le nid il est à Lubac, il prend le soleil un tout petit coup, même pas 20 minutes le soir. Le poussin il va être élevé dans des conditions quand même bien austères. Dans la neige, sur la crête enneigée, à gauche, d'ailleurs, il y a une place de champ de pétralière. Le matin, on les entend parader. Depuis ici, on les entend. Donc c'est sympa. Tu te poses là, t'as l'aigle, potentiellement, les coqs qui chantent, et puis des fois la Tegmal au-dessus de la tête. Et un peu plus haut, la chevêchette. Et on va s'y rendre, d'ailleurs. Contrôler un nid aussi, 2 nids. La femelle de chevêchette, elle fait un petit appel comme ça. C'est bien moins puissant que le chant du mâle. Elle peut chanter aussi, mais ces petits cris, en général, c'est super intéressant. À cette saison, le cri de la femelle, tu files droit dessus, il y a des chances qu'elle soit à proximité du nid et qu'on la trouve comme ça, quoi. Ah, trop bien, elle est là. Ah putain, je la vois à peine. Elle approche juste la tête à l'entrée de la cavité. Il n'y avait pas de pelote aux pieds, j'y croyais pas. Et en fait, elle est là. Il y a du duvet accroché. Elle est dans ce petit trou sous une branche là. La femelle, de temps en temps, elle quitte le nid pour aller se nourrir. Ou bien le mâle lui apporte une proie. Et l'échange se fait à l'extérieur. Et elle rentre dans la cavité après. Eh ben, ça niche là cette année. Bon, on va passer du temps ici. Il y a des naturalistes heureux. Marc Corail, dit Marco, est de cela. Marco est garde-moniteur dans le parc national des Écrins, secteur du Champsaur. C'est dire qu'il ne pouvait pas trouver mieux. C'est dire combien ce job lui convient à merveille. Qu'il cherche la chevêchette, le lagopède ou qu'il piste le loup, Marco parcourt sans cesse les montagnes pour inventorier la faune et la flore. Mais tout rêve à son revers, et il s'inquiète du devenir du vivant, ici comme ailleurs.
J'aime bien venir dans ce petit grenier avec cette toute petite fenêtre là, qui regarde vers le nord, parce qu'en face on a tous les versants sud. Le vieux Chaillol là-haut, il culmine à un peu plus de 3000 mètres. Lui, il est déjà dans le cœur du parc national des Écrins. Et puis sinon, eh ben, on est dans la zone périphérique du parc. La vallée du Champsaur, le Drac. Le Drac qui file après vers le nord, qui quitte les Hautes-Alpes et puis qui rentre dans l'Isère. J'aime surtout être là parce que c'est mon observatoire pour surveiller le couple de circaètes qui niche juste en face. Mais en général, je prends la longue vue, puis je balaye un petit peu tout le versant. J'arrive même à voir des chamois des fois dans le face sud du pic Carrel, là. Surtout quand c'est enneigé. C'est sympa d'avoir ça quand même sous la fenêtre. Je suis un naturaliste sur le tard. Je crois que j'ai toujours aimé être dans la nature, mais plus pour me balader, pour faire de l'escalade. Dans ma région d'origine, en Bourgogne, il y a des petites falaises et tout ça. Depuis assez, on va dire, pré-ado, j'ai grimpé, j'ai passé beaucoup de temps dehors comme ça. Mais pas avec le côté naturaliste. C'est venu à 17-18 ans, quoi. Et c'est venu d'envie d'orienter mes études dans cette direction-là, et du coup de commencer à m'impliquer un petit peu dans des associations naturalistes locales. Mais à 18 ans, je connais pas un chant d'oiseau, quoi. Ce qui me plonge vraiment dans le truc, ce qui met le pied à l'étrier, je vais faire 2 années comme objecteur de conscience. C'était 2 ans au lieu de faire 1 an de service militaire. Et dans une association naturaliste des Hautes-Alpes. Et je travaillais sur un projet en collaboration avec le parc national des Écrins, un projet d'atlas de la faune du département. Et du coup, tu arrives, t'es pris un peu en charge par les quelques naturalistes de l'association qui t'emmènent tout de suite sur des sorties de terrain. Tu viens participer à des comptages avec des gardes du parc. C'est rigolo parce que les gens qui me forment, c'est les gens qui, quelques années plus tard, vont être mes collègues de boulot, quoi. Ben voilà, au contact de tous ces naturalistes, tu montes vite en compétences quand même. Il se trouve qu'il y a les premiers concours de recrutement pour les parcs nationaux. J'en rate 2, je réussis le 3e. Je fais un tout petit détour par la Vanoise et puis très vite j'ai une opportunité d'être garde dans les Écrins, dans le Champsaur. Du coup oui, c'est un peu comme un rêve de gamin qui se réalise, mais c'est pas juste un rêve, quoi. Enfin, tu œuvres pour y arriver. Et donc j'arrive, je suis le petit jeune des Écrins. Et puis là, je suis bientôt le plus vieux. Ça fait drôle aussi, quoi. Garde moniteur dans un parc de montagne, du coup, pour moi, c'est vraiment la convergence de plein de centres d'intérêt, quoi. Et le côté pratique de montagne, d'alpinisme, et le côté naturaliste. Le fait aussi que la montagne était encore des milieux sauvages préservés, avec peu d'aménagement. Et puis peut-être les Écrins particulièrement. Donc garde ici, c'est juste une chance incroyable, quoi. Tout naturellement, quand je commence un des premiers centres d'intérêt, c'est les oiseaux, l'ornithologie. Tu galères, déjà. Essayer de vite caler dans les jumelles, faire le lien entre ce que t'entends, où c'est, ce que tu vois, avec l'expérience petit à petit. Ce que t'entends, tu sais que c'est un troglodyte, faut le chercher plutôt en bas dans les buissons, etc. Hop, tu vas très vite dans les 2 secondes, t'as mis les jumelles dessus. Il y a ce lien, et puis il y a le lien aussi avec
le territoire dans lequel tout ça se passe. Et finalement, tu apprends sur les oiseaux en mélangeant tous ces sens. Et c'est pour ça que ça rentre vite. C'est très concret. Enfin, pour moi, c'est très concret et c'est très physique, j'allais dire. Les deux moments que j'aime particulièrement bien dans la journée, c'est les lisières, quoi. C'est l'aube et le crépuscule. Par exemple, une de nos missions que j'aime beaucoup, c'est comme ce que j'ai fait ce matin. Tu pars en comptage tétralire. Donc, faut être à 6 heures sur place, sur la place de comptage. Donc là, je partais à 4h30. Tu montes dans le noir. Moi, si je peux me passer de la frontale, c'est que mieux. Bon, là, il y avait presque pleine lune, c'était d'autant plus facile. Des fois, t'as la chance qu'il y ait la chouette de Tegmalm encore, c'est encore la nuit, mais t'as la Tegmalm qui chante ce truc un peu comme ça, là. Et puis, c'est très calme, il n'y a pas un oiseau. Et puis t'as le chant, le concert des oiseaux qui va démarrer, mais tout doucement, tout doucement. Des fois, comme ça, à la pointe du jour, ça peut être la bécasse qui passe. Ce qu'on appelle la croule, là, ce chant où elle passe à un vol circulaire autour de la forêt. Puis elle a une espèce de comme ça, là, puis avec en plus un petit sifflement. Tu vois à peine une silhouette parce qu'il fait pas jour. Et après, le concert, il démarre. Le concert, il est timide au début. Hein. Il démarre avec le rouge-gorge, le merle. En montagne, tu peux avoir les grives, les merles à plastron. Et puis petit à petit, ça s'installe. Et puis ça va monter en puissance. En général, c'est là aussi le début des chants de parade du tétralire, avec cette espèce de roucoulement, puis son fouettement, là, comme ça, là, quand il fait ça. Donc j'aime bien cette progression, et d'ailleurs quand tu débutes en ornitho, ben c'est sympa de commencer comme ça parce que les espèces elles viennent petit à petit. Si tu te plonges d'emblée à 7-8 heures du matin quand c'est le concert où tout se mélange, où tu essaies d'expliquer à quelqu'un, écoute là au milieu t'as le pouillot de Bonelli, mais qu'il y a 10 espèces qui chantent en même temps, c'est un gros fouillis, c'est un peu inaccessible au début, quoi. Donc finalement, là, dans cette progression, ça vient doucement, et puis tu sens la vie qui se met en place, petit à petit, quoi. La chevêchette d'Europe, c'est le plus petit de nos rapaces nocturnes, je crois que c'est 13 cm de haut. Et à la base, c'est quand même plutôt une espèce boréale. Un peu nos deux petites chouettes de montagne, la Tegmalm et la chevêchette, c'est des espèces qu'on retrouve jusque dans la taïga. La chevêchette, si elle m'a tant passionné, c'est aussi parce qu'au départ, on pensait qu'elle n'était pas dans le Champsaur. Puis là, je commence à les découvrir. Alors, à l'automne, en faisant de la repasse. La repasse, en fait, imite le chant de la chevêchette. Et puis, elles viennent répondre parce que cette saison-là, elles sont en marquage de territoire, elles font des grands tours. Leur territoire, elles sont sans arrêt en contact, elles vont déborder chez les voisins. Donc, elles sont sans arrêt en contact les unes avec les autres, elles se stimulent. Et toi, si tu arrives là au milieu et que tu en imites une, c'est pas très grave parce que tu viens pas interférer sur le territoire d'un mâle en période de reproduction. Donc tu peux te permettre de rappeler et tu l'imites, ça fait une espèce de... comme ça. Et là, c'est juste incroyable parce que des fois, elle réagit, mais immédiatement, quoi. La chevêchette, je crois que j'ai pas vu d'animal aussi proche. On est dans la vallée de Moline. Et là, j'appelle et je vois la chevêchette qui était au sommet d'un arbre.
qui plonge une espèce, d'abord comme une chute libre, puis après une espèce de vol rasant au niveau du sol qui vient droit sur moi. Et je la vois arriver droit sur moi. D'abord dans les jumelles, et après t'as plus besoin des jumelles, quoi. Elle est là, elle est sur toi, elle me passe au-dessus de l'épaule. Et là, je me retourne pour essayer de repérer dans quel arbre elle s'est perchée. Parce que souvent, un vol comme ça, elle va faire une grande ressource, puis elle remonte se percher assez haut. Donc je cherche un peu loin, jusqu'à ce que je réalise qu'elle est dans mon dos, elle est agrippée au tronc sur lequel je suis presque adossé. Et d'ailleurs, dans une posture pas du tout. On aurait dit un pic agrippé par les serres sur l'écorce. Donc elle fait face à l'arbre, elle tourne la tête et elle me regarde comme ça. Et on est à un mètre. Même pas 1,50 m, ouais. Et là, t'as ces espèces ces yeux, ce regard intense qui te pénètre. Ça, je pense que c'est une des raisons aussi pourquoi elle est si attrayante, c'est qu'elle est curieuse. Elle vient. Je pense qu'il y a eu peu d'interactions négatives avec l'homme. Du coup, elle nous vit pas comme une menace. Et régulièrement, elle vient, elle se perche à côté de toi, elle te regarde, et après, en plus, elle a plein de mimiques. Elle va te regarder en penchant la tête comme ça, des fois en faisant des tours ou de dos, et puis elle tourne la tête complet pour te regarder. Il y a des moments, elle va être toute une espèce de petite boule comme ça, toute gonflée, ou alors au contraire, il y a un bruit qui l'intrigue et elle va se redresser longiligne comme un bâton. Ou elle peut avoir des mimiques très tendres, ou alors au contraire un regard avec les sourcils froncés comme ça, très menaçant, alors que c'est un petit machin pas, pas très grand, quoi. Les attitudes, elles changent sans arrêt, quoi. Souvent, tu la détectes pas parce qu'elle chante, elle vient pas forcément chanter, mais tu la détectes parce que t'as toute une ribambelle, tout un cortège de petits passereaux qui viennent s'énerver autour d'elle. Le chevachette, notamment un prédateur de petits passereaux. Et du coup, une des stratégies des oiseaux, c'est dès qu'ils repèrent le prédateur, de venir tous le houspiller, s'énerver autour de lui. Et comme elle chasse plutôt par surprise, là elle est démasquée et puis elle peut plus rien faire. Mais on peut avoir une chevêchette au sommet d'un arbre avec des bandes de pinsons, de baies croisées, de mésanges qui viennent lui voler à 10 cm au-dessus de la tête, quoi. Et des fois, c'est 10, 15, 20 oiseaux qui s'énervent autour. Et là, c'est juste complètement incroyable, tout ce manège. Et, et puis souvent, quand même, elle vient aussi en chantant. Et là, ça t'aide à la retrouver. Ça m'arrivait de la voir amener un lézard vivipare au nid, dans un secteur où je savais même pas qu'il y avait le lézard vivipare, quoi. Donc c'est une façon aussi indirecte, originale de découvrir une nouvelle espèce. Et puis une fois, on est avec des copains, on est 3, on surveille une famille de chevêchettes. Les 2 adultes nourrissent les jeunes qui sont envolés. Il y a 3 jeunes qui sont branchés assez haut dans un mélèze. Et puis les proies se succèdent comme ça tout le long de l'après-midi. Il doit y avoir une mésange noire, une musaraigne. Et puis à un moment, le mâle, il arrive avec une proie et on n'arrive pas bien à voir ce que c'est. Et il y a Pierre qui est à côté de moi ici. Ah, je vois, c'est un oiseau, je vois les ailes. Et puis moi, dans la langue vive, je dis, ah non, 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 mais c'est un mammifère, moi je vois du poil. Et pour le coup, on avait tous les 2 raisons, c'était une chauve-souris, quoi. Donc la chevêchette avait capturé une chauve-souris, alors sans doute une chauve-souris qui gitait dans un arbre à cavité, et puis elle visite les cavités des arbres et elle l'a trouvée comme ça. Mais voilà, ça c'est quand même des prédations assez exceptionnelles.
Le lagopède, j'ai vraiment un beau souvenir. Alors, c'est même avant de travailler au parc. Le lagopède, c'est la perdrix des neiges. C'est ce galliforme qui devient tout blanc l'hiver. Donc c'est une espèce, c'est une artico-alpine aussi, quoi. C'est aussi comme c'est une espèce que tu trouves dans les zones boréales. Et puis l'équivalent chez nous, ces derniers refuges, il les a trouvés en altitude dans nos montagnes, quoi. J'ai fait 2 saisons d'été à garder un tout petit refuge dans le Val-de-Marne. Et un jour, je m'apprête à redescendre du refuge pour faire un portage, un ravitaillement. Et je commence à descendre dans le courant. Et là, je passe au milieu d'une nichée de lagopède, juste sous le refuge. Il y a la poule, il doit y avoir 8 ou 10 poussins, je me rappelle plus. Et le lagopède, il a ce comportement de la femelle, elle simule un oiseau blessé face à un prédateur, face à un renard. Elle simule un oiseau blessé, elle va l'attirer vers lui, et puis jusqu'à arriver en bord de falaise, et puis elle s'envole, et pendant ce temps-là, le prédateur, il s'occupe de l'adulte, et les poussins, ils vont se cacher, quoi. Et moi, je vois cette poule comme ça, qui vient un peu avec une aile chancelante devant moi, donc pour pas la déranger, je l'évite, mais en voulant l'éviter, j'allais sur les poussins. Donc elle revient se mettre devant moi, en simulant l'oiseau blessé. Elle cherchait vraiment à détourner mon attention, et moi, j'étais lourd à comprendre. Et à chaque fois, je revenais sur les poussins. Quand j'ai compris ça, je suis remonté au refuge, j'ai sorti la longue vue, donc j'étais à 100, 200 mètres, et là, j'ai passé 1 heure et demie à voir la poule, comme ça, qui appelait les petits, et à rassembler sa dizaine de poussins, et enfin, rassembler tout le monde, Et quand enfin elle a réussi à rassembler tout le monde, là il y a des brebis qui sont passées au milieu et rebelote, même cinéma. Donc ça c'était une option sympa où tu vois, j'ai des poussins, on ne voit pas tous les jours, et tu vois un beau comportement de l'animal, ça c'est toujours vraiment très plaisant. Une des belles autres missions de suivi sur la faune, c'est les comptages lagopèdes qu'on fait. Et pareil, dans un contexte de réchauffement climatique, son territoire il va faire que diminuer. Donc là, on suit quand même des populations qu'on sait à moyen terme menacées, quoi. Parce que de plus en plus, elles seront isolées les unes des autres. Ouais, c'est parmi les sorties les plus exigeantes, quoi, parce que tu pars vraiment tôt, faut être sur place avant le lever du jour. Le lagopède, il chante, il chante presque dans la pénombre, quoi. Là, si tu te replonges plutôt en altitude, donc on fait des comptages. Au petit matin, il y a encore rien, et tu entends. Des fois, le comptage, t'auras juste entendu comme ça, 2 strophes du lagopède, des fois rien de plus, quoi. Ça c'est un peu frustrant. Des fois tu les vois. Après ce qui est compliqué c'est qu'ils se déplacent, ils peuvent se déplacer d'un territoire à l'autre, donc on est aussi relayé par radio pour essayer de se signaler les oiseaux s'ils se déplacent, et puis on note précisément l'horaire pour être sûr que d'un territoire à l'autre on n'ait pas des doubles comptages. Et puis des fois t'as de la chance et puis t'as un oiseau qui vient se percher juste au-dessus de toi. Enfin se poser, parce qu'ils sont au sol, un peu dans les rochers, mais là il n'y a plus d'arbres, plus rien. Hein. D'ailleurs on se demande ce qu'ils mangent, quoi, toute l'année, c'est complètement incroyable, quoi. C'est comme ça des ligneux qui affleurent à la surface des rochers. L'hiver, c'est vraiment l'oiseau qui cumule toutes les conditions austères, quoi. Bon, moi j'aime bien me retrouver dans ces milieux où tu sens que la vie elle est à la limite, quoi. Et puis à des heures où il y a personne. Les randonneurs à ski ils arrivent un peu plus tard. Le comptage à 7h du matin c'est bouclé, hein.
Voilà, ça peut être des conditions un peu austères. Enfin, nous, c'est austère quelques heures, quoi. Le lagopède, c'est toute l'année qu'il vit dans l'austère, lui. Pour ces galliformes là, que ce soit Bartavel, Tétralyre, Lagopède, on essaie de plus en plus de faire de la sensibilisation alors auprès des bergers l'été avec l'impact que peuvent avoir les troupeaux, mais aussi l'hiver et ou au printemps par rapport aux activités de plein air et notamment le ski de randonnée quoi, ou la raquette. Et en particulier pour le tétralyre, qui est vraiment dans des milieux qui sont plus pratiqués par les skieurs, parce que le lagopède, il va être, à la rigueur, il sera dans les rochers. Le tétralyre, quand il est en limite supérieure de la forêt, enterré dans son igloo, il peut nous détaler entre les skis à la descente. Des fois, il est enterré, il surgit de la neige, quoi. Alors, un dérangement dans l'hiver, bon, il le supporte, mais ça va être autant de calories qu'il va griller et tout ça pour ce coup de pression qui se met. À une saison où il va pas manger grand chose, sinon quelques rameaux de résineux. Donc on essaie de matérialiser des zones, carrément, des zones de quiétude que les skieurs contournent, les zones les plus sensibles. Et au préalable de ça, ça veut dire que à la sortie de l'hiver, on a été recenser les grottiers, parce que souvent les tétras, quand ils restent stationnés un long moment à un endroit, ils font leurs crottes successives, puis on va trouver un gros grottier de 30, 50, enfin plus il y a de crottes, plus il a passé du temps là. Et puis on va bien sentir qu'il y a des zones comme ça où les grottiers ils sont abondants, et c'est là où ils se réfugient l'hiver, quoi. Et c'est sur cette base-là qu'on va, c'est pas sur des trucs comme ça qu'on a tiré de notre chapeau, quoi. C'est vraiment d'une bonne connaissance de terrain qu'on va essayer de définir ces zones de quiétude. Souvent, c'est pas réglementaire. Il n'y a pas un gendarme derrière qui va vous mettre une amende. Mais c'est vraiment de la sensibilisation et c'est assez bien respecté. Alors, ma sortie préférée l'hiver, c'est ski loup Chevêchette. Tu fais une tournée à ski dans des secteurs, en même temps t'en profites un peu pour commencer à recenser les territoires de Chevêchette. Et puis là, tu tombes sur une piste de loup. Et là, t'oublies ta randonnée, t'oublies le sommet que t'étais parti faire ou quoi que ce soit, et une piste de loup, tu la suis. Dans nos missions, on doit notamment collecter des crottes pour après des analyses génétiques, et puis c'est une façon aussi d'estimer les effectifs des populations de loups au niveau du massif alpin. Et tu pars en pistage sur une trace de loup. Des fois, tu en as qu'une, ou tu penses en suivre qu'une, et puis tu la suis sur 100, 200 mètres, et puis d'un seul coup, tu sens que tu réalises qu'elle se divise en 1, 2, 3, 4. Et ce que tu croyais être un seul individu, c'était 4 qui marchaient à la queue leu, dans les pas l'un de l'autre. Et il y a un secteur où vraiment l'hiver, ça marche bien. On voit pas mal d'indices, pas mal de traces. Et d'ailleurs, le long d'une piste en balcon qui traverse tout un versant forestier, l'essentiel des traces sont sur cette piste. Et puis par moment, la trace des loups, elle quitte la piste. Tu te dis, tiens, mais c'est bizarre, pourquoi? Et là, tu te rends compte que ils ont quitté la piste, mais ils ont fait toutes les couches de chevreuil, les unes après les autres, pour essayer d'en serrer un la nuit, quoi. Et de temps en temps, tu tombes sur une dépouille, et en général, autour de la dépouille, bah, tu vas chercher des crottes, et puis... Et quand, après tout ça, tu tombes sur
un champ de chevêchette et puis que t'as la possibilité de l'approcher juste à côté, et juste ta journée, elle est bien remplie, quoi. Bon, déjà, les loups, ici, je les vois jamais, quoi. Enfin, j'ai fait 3 observations en 20 ans, quoi. 4 observations, dont 2 belles, longues, qui durent un bon moment, 3/4 d'heure, 4 loups. Voilà, mais l'essentiel, tu pistes des fantômes, quoi. T'es sur leurs traces, et en parcourant leurs traces, t'essaies de comprendre, c'est vraiment le pistage, quoi. D'essayer de reconstituer le comportement, voilà. Une des actions qu'on mène, par contre, à la fin de l'été, c'est de faire ce qu'on appelle les hurlements provoqués. Et le but, c'est d'essayer de faire réagir les jeunes. Enfin, tu hurles et tu fais réagir la meute. Et si dans la meute, il y a des jeunes, les jeunes, ils ont des cris qui sont plus presque des jappements, comme des chiens. Et c'est comme ça, des fois, que tu arrives à mettre en évidence que dans la meute, il y a eu reproduction. Bon, déjà, tu nous croises la nuit, tu nous prends juste pour des fous parce que on hurle dans les cônes qu'on met au bord des routes, là, les cônes orange et blanc, tu vois. Ça nous sert de haut-parleur. Donc, c'est un côté un peu, juste, un peu hallucinant. Mais c'est efficace, et puis des fois, ça répond, quoi. Puis des fois, ça répond près, puis des fois, tu sens qu'il se rapproche de toi, quoi. Et là, il y a un côté assez fort, quoi. J'ai eu quelquefois l'occasion d'entendre hurler tout seul, en spontané, sans le provoquer. C'est encore mieux parce que t'es juste spectateur. Et là, t'as une espèce de truc là, qui te prend... enfin, je crois que personne n'est indifférent, quoi. Personne n'est indifférent, ça te prend au trip, quoi. Tu sens une espèce de puissance... même si c'est loin, et c'est incroyable comme ça porte, quoi. Des fois, j'ai entendu hurler aux jumelles, j'ai pu repérer les animaux. Moi, je croyais qu'ils étaient à quelques centaines de mètres en dessous de moi, et sur la carte, j'ai regardé après, il y avait 2,5 km. Donc t'as une puissance, ça c'est fort, ouais. D'entendre la puissance comme ça d'un hurlement de loup dans la nuit ou au petit matin, ça donne vraiment une dimension de sauvagerie supplémentaire à la nature, quoi. Déjà, juste même de savoir qu'aujourd'hui, tu te balades, t'es randonneur, et tu circules dans un territoire où il y a les loups, comme quand tu vas dans les Pyrénées, tu sais que potentiellement t'es dans le territoire de l'ours, t'as une chance infime de le voir, mais juste la forêt, elle prend une dimension supplémentaire. Juste du fait que tu sais que potentiellement il est là. Donc dans mon métier, je vis un espèce de paradoxe entre à la fois me réjouir du retour de plein d'espèces, le bouquetin, le gypaète, le vautour, le castor, la loutre, le loup, c'est en plus des espèces un peu emblématiques, quoi. Et puis qui nous mobilisent pour les suivre. Et en même temps, de constater que y a plein d'espèces qui se cassent les figures. Souvent, c'est plus des petites espèces, d'ailleurs, donc on fait moins attention. Et comme les alouettes, je sais pas quoi, les cailles, et toutes ces espèces qui se cassent la figure, souvent, elles sont révélatrices de grands bouleversements qu'il y a eu dans les milieux naturels, et notamment les milieux naturels qui ont été très transformés par l'homme, quoi. Et quand on fait disparaître le Terre et les Prés par centaines de milliers de couples en France, qu'il a perdu 80% de ses effectifs en 30 ans,
Là, c'est révélateur d'une transformation en profondeur. Et là, pour faire machine arrière, ça sera pas comme le retour de l'aigle où dès qu'on a arrêté de tirer dessus, il a été mieux, dès qu'il a été protégé. Là, c'est une vraie remise en question des pratiques agricoles, de comment on occupe le territoire, qu'on arrête de combler des zones humides et tout ça, voire qu'on aide à ce qu'elles se reconstituent, qu'on aide à la circulation des espèces. Et là, c'est une autre échelle, quoi. C'est une autre échelle, mais c'est vraiment les enjeux de demain, quoi. Une vie de naturaliste, c'est une succession de moments intenses de jubilation, et puis en même temps de vraies inquiétudes sur l'avenir des écosystèmes. Et c'est un peu une espèce de yo-yo entre ça, quoi. Et puis après, moi je suis une espèce d'optimiste par nécessité, enfin juste parce qu'on peut pas se résigner, quoi. Et puis parce que quand on se donne les moyens, si on arrive à faire infléchir les choses, on voit que, heureusement, il y a des satisfactions, et puis dans ce boulot-là, on fait pas que constater des choses qui vont mal, quoi. Et un travail comme ça qui donne des opportunités de vie dehors, c'est aussi une façon d'aborder les problèmes de la vie, du quotidien, avec un recul, enfin, c'est juste parce que c'est facile, quoi. Si ça va pas, tu sors un coup dehors et tout ça, puis déjà, juste comme ça, les mauvaises pensées, elles s'évacuent. Enfin, il n'y a pas beaucoup de mauvaises pensées qui résistent à 1000 mètres de dénivelé dans des environnements somptueux, quoi. Moi, j'ai du mal à envisager une vie heureuse qui serait déconnectée de la nature, quoi. Même pas l'envisager, à la concevoir. À concevoir qu'on peut vivre complètement coupé de la nature, quoi. Qu'on peut vivre juste à travers un peu du virtuel, quoi. Et après, le paradoxe, c'est que on a plein de jeunes qui ne pratiquent pas la nature, et qui pour autant ont une connaissance à travers les reportages et tout ça, des fois des espèces qui m'impressionnent, mais si tu le vis pas, il manque complètement une dimension, quoi. C'est pas juste un décor, c'est vraiment quelque chose qui te remplit, qui te ressource, et enfin moi je souhaite vraiment ça à tout le monde, quoi. Pour Marco, c'est clair. La nature n'est ni un décor, ni un terrain de jeu. Il y a de la vie dans ces montagnes à découvrir avec un peu de patience et de silence. Il suffit de s'ouvrir à la présence animale et végétale, aux éléments, aux roches et aux reliefs. Marco l'a bien compris avec toutes ces années d'observation dans le parc national des Écrins. Lui qui oscille entre le plaisir de l'observation et l'inquiétude pour la nature sauvage. Il a compris que la relation à la nature est essentielle à la plénitude humaine, tout simplement. Merci très sincèrement à Marc Corail, garde-moniteur dans le secteur du Champsaur du Parc national des Écrins. Merci à l'audio-naturaliste Boris Jolivet pour ses sons de nature. Pour des informations complémentaires, rendez-vous sur le site du Parc national des Écrins. Cet épisode est réalisé par Laurent Sistac, avec la voix de Christelle Bidot-Breuer, la musique de Stéphane Damiano, Musique Audio Network. Une production La Belle Échappée.